Bonjour, ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, professeur agrégé Bani Mejd, je suis médecin spécialiste en médecine travail. Très ravie d'avoir cette opportunité que professeur Ladeli me l'a offerte pour être parmi vous aujourd'hui, pour présenter la bronchopneumopathie obstructive professionnelle, une entité à reconnaître. Donc, quand on parle de bronchopneumopathie professionnelle, réellement ça ne marche pas. Ok. Je vais essayer d'édifier cette conférence en analysant trois affirmations. Les chiffres nous apportent des données précieuses. La BPCO peut être une pathologie professionnelle. L'acte de constatation, une démarche bénéfique pour le patient et le pneumologue. Les chiffres nous apportent des données précieuses. Comment? La BPCO, une maladie professionnelle, donc on doit retrouver les traces de cette pathologie professionnelle dans les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les statistiques qui sont annuellement publiées sur le site de la Caisse nationale d'assurance maladie, et ils ne sont publiés qu'en arabe, c'est la langue officielle tunisienne. Donc, et on trouve la liste maladies respiratoire professionnelle, l'évolution de 2021 à 2023, on a passé de 80 à 116, mais on ne retrouve pas de spécification dans ce tableau, dans ce grand groupe. Est-ce que c'est des asthmes professionnels? Est-ce que c'est une bronchopneumopathie obstructive professionnelle? On ne trouve pas de spécification. On passe vers l'international, donc en France aussi, le dénombrement des maladies professionnelles pour les années 2018 à 2022, le rapport annuel de 2022, on retrouve les grands groupes, on retrouve la première maladie professionnelle, les troubles musculo-squelettiques, suivis par l'amiante, et autre tableau des maladies professionnelles très représentés. Et on ne trouve pas la bronchopneumopathie obstructive. On passe en Italie, où il y a, selon le rapport de l'Institut national d'assurance contre les accidents du travail, l'INEI, en 2019, il y a eu signalement de 575 cas de BPCO professionnels. Réellement, on ne retrouve pas le mot bronchopneumopathie, la pathologie bronchopneumopathie obstructive professionnelle au niveau des statistiques. Pourquoi? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'elle n'est pas signalée? Est-ce qu'elle n'est pas déclarée? On peut dire qu'il y a une sous-déclaration de cette pathologie comme maladie professionnelle. On peut émettre cette hypothèse, mais pour confirmer l'hypothèse, il faut revoir la recherche bibliographique. Et grâce à un agent d'intelligence artificielle pour la recherche bibliographique, j'ai directement retrouvé cet intéressant et excellent article édité par deux universitaires italiens spécialisés dans la pathologie professionnelle respiratoire, qui nous disent que la BPCO professionnelle, elle est sous-reconnue. Donc, parmi les pathologies respiratoires les plus moins vraiment reconnues. Et ils nous disent que la BPCO, comme il a été présenté par notre confrère dans la conférence précédente, qu'elle est encore sous-diagnostiquée. Et là, il y a vraiment un travail à faire, puisque la data, elle existe, qui supporte le rôle de l'exposition professionnelle pour l'événement et pour avoir la BPCO professionnelle. On ne manque pas de données, on ne manque pas de data pour prouver cette relation entre l'exposition professionnelle et l'apparition d'une bronchopneumopathie d'origine professionnelle. La deuxième affirmation, la BPCO peut être une pathologie professionnelle. Les chiffres clés, tout clinicien pneumologue, à la première consultation où il suspecte une BPCO professionnelle, il passe essentiellement vers la première question, est-ce que vous fumez? Et directement le patient, quand il répond qu'il est fumeur, donc à 85%, le tabac, la BPCO provoquée par le tabac. Donc votre victime, quand il vous dit qu'il est tabagique, vous pensez à une BPCO induite par le tabac. Alors qu'il y a ce petit 15% qui nous rapporte que des expositions professionnelles peuvent aussi être en cause de cette BPCO, surtout pour les salariés au niveau du domaine de l'agriculture, les secteurs miniers, les secteurs fonderie, sidérurgie, bâtiments et travaux publics et textiles. Maladie professionnelle, donc on parle d'une réparation médico-légale. Et là, on passe vers les lois. La maladie professionnelle, en Tunisie, on dispose de deux textes, le texte 94-28 et le texte 95-56.
94-28 pour le secteur privé, le 95-56 pour le secteur public. Il y a dans l'article 3 la même définition, est considérée comme maladie professionnelle toute manifestation morbide, infection microbienne ou affection dont l'origine est imputable par présomption à l'activité professionnelle de la victime. Même votre salarié tabagique, grand tabagique, par présomption légale d'origine, il n'a pas à prouver, donner des preuves que son exposition professionnelle a induit l'apparition d'une pathologie type bronchopneumopathie obstructive chez lui, surtout s'il est exposé au VDGF, vapeur, poussière, gaz et fumée. Donc cette exposition professionnelle, nos salariés, par présomption légale d'origine, c'est le texte de loi tunisien qui lui a donné cette faveur, il n'a pas à démontrer la relation entre son exposition professionnelle et sa pathologie, même s'il est un grand tabagique. Donc, n'hésitez pas à rédiger vos CMI. Je vais expliquer ultérieurement comment ça se passe. En Tunisie, on a choisi un système de liste. Ce n'est pas un système ouvert, c'est un système de liste des maladies présumées avoir une origine professionnelle, ainsi que celle des principaux travaux susceptibles d'en être à l'origine. Et c'est fixé par un arrêté conjoint entre le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales. C'est l'arrêté des deux ministères datant de 10 janvier 1995 qui fixe la liste des maladies professionnelles. Et depuis, on a passé de 22 maladies professionnelles à 87 maladies professionnelles. Donc, si vous voulez faire un petit exercice ou bénéficier de cet outil qui est une application faite par un médecin de travail, quand vous scannez, vous aurez directement accès à cette première page qui liste les tableaux des maladies professionnelles et en haut, vous retrouvez le filtre. Quand vous passez et vous cliquez, je peux laisser, hein. Quand vous passez vers le filtre, vous retrouvez la pneumologie, là. Elle est là. Donc, quand vous cliquez sur la pneumologie, vous aurez tous les mots clés filtrés. Donc, on retrouve dyspnée aiguë, asthme, dyspnée asthmatiforme, insuffisance respiratoire obstructive, pneumopathie aiguë, sidérose, stybiose, bronchopneumopathie, mais on ne trouve pas le mot et le terme bronchopneumopathie obstructive chronique. Si vous cliquez sur le filtre bronchopneumopathie aiguë, sidérose, stybiose, bronchopneumopathie, alors là, vous aurez l'apparition des 6 tableaux où il y a vraiment le mot, un de ces 4 mots. Et là, le tableau numéro 9, le beryllium et ses composés. Le beryllium, il est utilisé dans tout ce qui est industrie pour les tubes à fluorescence. Donc, c'est un tableau qui a été créé en 1974, donc le 4 avril 1974, et sa dernière modification date du 10 janvier 1995. Et il n'est plus mis à jour, puisque de plus en plus, on perd ce secteur d'activité en Tunisie. Et on vous dit qu'il y a une manifestation, la désignation de la maladie, le délai de prise en charge, la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Mais vous retrouvez comme manifestation générale bronchopneumopathie aiguë ou subaiguë, diffuse avec apparition retardée de signes radiologiques le plus souvent discrets. Donc on ne retrouve pas de bronchopneumopathie obstructive. On va passer à un autre filtre qui est l'insuffisance respiratoire obstructive. Vous aurez 7 tableaux et je passe vers le tableau 53. Le tableau 53, dans la partie B, on retrouve le terme bronchopneumopathie chronique obstructive, la maladie consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus, caractérisés cliniquement comme séditieux et répétitifs. Cette bronchopneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde, VEMS, APC de moins 40% par rapport à la valeur moyenne théorique. Donc, votre patient qui présente une bronchopneumopathie obstructive doit être confirmé par un EFR et une baisse VEMS de moins 40%. Le délai de prise en charge, c'est de 5 ans. Donc, votre patient ne peut pas déclarer sa pathologie après 5 ans du fin de contrat avec son employeur, où il est exposé aux poussières textiles végétales, et sous réserve minimum d'une durée d'exposition de 10 ans.
Et on a une liste limitative des travaux qui nous limite pour vraiment les travaux qui pourront, les salariés qui ont eu au cours de leur histoire professionnelle ce type de travaux, ils peuvent présenter donc une bronchopneumopathie chronique qui, pour le pneumologue, obéissant à tous les critères de la maladie, du délai de prise en charge, de la durée minimum d'exposition, l'exploration fonctionnelle respiratoire, il peut bénéficier d'une constatation de sa pathologie. Pour tout ce qui est réparation de cette pathologie en France, donc on retrouve le même tableau, affection respiratoire consécutive à l'inhalation de poussière textile végétale dans le régime général. C'est vraiment bien expliqué. B, bronchopneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus. Et la bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon et la bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de fer. Donc vous me dites, chers confrères, vous devez faire des efforts pour retrouver le mot et le terme bronchopneumopathie obstructive au niveau des tableaux des maladies professionnelles tunisiennes. C'est fait, une mise à jour sera publiée en 2025 qui vraiment donne plus de netteté et de clarté dans les termes utilisés pour tout ce qui est pathologie professionnelle respiratoire. Est-ce que cette pathologie, cette PCO liée au travail a une physiopathologie propre à elle? Non, particulièrement non, mais on opte pour le mécanisme biologique où les facteurs individuels, l'exposition passive ou active aux fumeurs du tabac, associée à une exposition aux métaux, aux poussières organiques et surtout aux poussières inorganiques, aux irritants, donnent des atteintes épithéliales au niveau du tissu pulmonaire, associées à la formation des ROS, et ce qui induit une réponse inflammatoire immune du système inné ainsi que du système adaptatif, et cette inflammation peut donner la bronchopneumopathie obstructive chronique professionnelle. Est-ce que le diagnostic de cette PPCO liée au travail est différent? Non. C'est un tableau clinique sans particularité notable. On a la notion de bronchite chronique avec dyspnée d'installation progressive et un défaut ventilatoire obstructif. Comment on peut évoquer le diagnostic? Il faut identifier les expositions, réellement dresser et documenter l'historique professionnel de ce patient et découvrir aussi le cofacteur. Il y a les facteurs individuels et l'exposition tabagisme passif ou actif. Est-ce que les explorations complémentaires des fers? Non, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire qui est un examen demandé pour confirmer cette pathologie. Donc c'est une recommandation, c'est une obligation optionnelle pour étiqueter le caractère professionnel pour la pathologie bronchopneumopathie obstructive chez le travailleur. Et le gaz du sang, les preuves d'effort, ils sont adaptés aux cas sévères. Troisième affirmation, l'acte de constatation, une démarche bénéfique pour le patient et le pneumologue. Comment cet acte de constatation se fait? Il se fait à travers ce document, le document certificat médical initial. Donc, vous constatez la maladie, votre salarié déclare et les caisses réparent. Donc, c'est pas vous, c'est pas le médecin qui déclare, c'est le salarié qui déclare, parce que le salarié peut avoir ce certificat médical initial et lui, il est dans un contrat de travail fragile ou vulnérable, il ne va pas présenter ce CMI, donc vous l'avez constaté, il n'a pas été déclaré ni réparé. Vous cochez maladie professionnelle, certificat médical initial, les données, vos données, vous identifiez aussi votre patient, et vous mettez toutes les informations cliniques, médicales, liées aux constatations cliniques, aux résultats des examens paracliniques, et vous êtes outillé maintenant pour le tableau de maladie professionnelle. Vous notez le numéro de tableau de maladie professionnelle, l'arrêt de travail initial nécessaire, et ultérieurement, si votre patient c'est pas la guérison, c'est la consolidation, donc vous pouvez, après stabilisation de la pathologie, la consolidation réalisée depuis avec type de séquelles. Le bénéfice pour le patient. Votre patient qui a une prise en charge, vraiment une APC pour sa pathologie bronchopneumopathie parce qu'il est un grand tabagique, qu'est-ce qu'il va gagner quand il sera constaté et il va déclarer sa pathologie comme pathologie professionnelle? Donc, c'est l'article 20 des deux lois 94 et 56 qui vous répond. Les victimes des accidents et des maladies professionnelles ont droit à la prestation des soins que requiert leur État. Donc, c'est gratuit, c'est des prestations en nature et en espèces. En nature, tous les soins, la prise en charge des examens complémentaires, hospitalisation, kiné, tout examen, toute exploration, tout traitement, il est pris en charge. Une indemnité journalière pour perte de salaire,
le congé de maladie. Donc, il n'est plus dans le congé de maladie, il est dans le congé lié à une exposition professionnelle, à un préjudice lié à son activité professionnelle. Donc, c'est son droit de bénéficier d'un congé hors de son congé, de son potentiel, de son, comment je veux dire, donc hors de son capital congé maladie ordinaire ou congé annuel. Donc, c'est son droit d'avoir des congés liés à cette pathologie professionnelle. Lorsqu'il subsiste après guérison ou on parle de consolidation, donc l'incapacité le justifie, il y aura réparation en espèces sous forme d'une rente réversible aux ayants droit ou en cas de décès de la victime. Donc, le bénéfice, on le voit pour le patient, mais pour notre cher confrère le pneumologue, le diagnostic précoce. Donc, assurer une intervention rapide et de meilleurs résultats pour vos salariés qui sont exposés au VDPG. Stabilisation de la maladie. Dès que vous posez la question, vous êtes exposé à des vapeurs, des fumées, des poussières ou des gaz et votre patient ne répond pas, vous passez de niveau à un autre et le patient n'est pas encore stabilisé. Essayez de poser la question, qu'est-ce que vous travaillez ? Et la prévention tertiaire, donc la réinsertion professionnelle de ce BPCO qui est stabilisé sous traitement pour qu'il ne devienne pas handicapé et invalidant, et on passe vers la retraite anticipée et toutes ces procédures de mise en invalidité. Et la loi 32 de l'année 2024 nous guette la responsabilité du médecin. Donc, tout médecin traitant doit rédiger à la constatation d'une maladie professionnelle un certificat médical initial. Tout médecin traitant. Et c'est votre responsabilité médico-légale d'informer votre patient et de rédiger son certificat médical initial pour lui permettre d'avoir réparation de son préjudice lié à cette BPCO professionnelle. Même si vous suspectez, vous n'avez pas la confirmation, en rédigeant ce certificat médical initial, vous participez à la mise à jour des listes des tableaux de maladies professionnelles et vous invitez les comités au sein du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales à faire une recherche bibliographique des études et accorder plus de maladies, d'insérer plus de listes de maladies professionnelles et d'affiner même certaines listes de maladies professionnelles respiratoires. À retenir, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute ma présentation? Donc, le clinicien sait pertinemment que la bronchopneumopathie obstructive est une maladie qu'on peut prévenir, qu'elle peut être évitée. Et ce concept qui s'applique réellement pour le tabagisme s'applique pour tout ce qui est exposition professionnelle aussi. 6 questions à poser à vos patients. Est-ce que vous êtes exposé à des vapeurs, des gaz, des poussières ou des fumées au niveau de votre poste de travail? Depuis combien de temps vous avez été exposé? Quelle est la première date de votre exposition? Quels sont les postes de travail où vous étiez affecté? Est-ce qu'actuellement vous êtes encore exposé? Et est-ce que réellement vous portez vos EPI, vos équipements de protection individuelle? Ça, c'est une question très importante. Et aussi, la prévention, ça passe aussi par le clinicien pneumologue. Le diagnostic précoce de cette pathologie, il est très, très important. Donc, c'est dans le cadre de la prévention primaire et aussi l'éducation et la sensibilisation de vos patients pour la protection contre tout ce qui est vapeur, poussière, fumée et gaz en milieu professionnel. La prévention secondaire, la maladie, elle est installée, donc vraiment le traitement, la stabilisation, l'éducation. Et on parle de prévention tertiaire, c'est la réinsertion de vos patients qui ont une BPCO professionnelle pour vraiment continuer à avoir leur activité professionnelle et ne pas rédiger ce fameux document de mise en invalidité. Il y a des jeunes actuellement à l'âge de 45 ans qui demandent à être mis à la retraite. C'est un coût, c'est un fardeau très énorme pour tout ce qui est sécurité sociale en Tunisie. Donc, la collaboration étroite entre les pneumologues et les spécialistes en médecine travail recommandée, elle peut aider à gérer les conséquences santé des PCO professionnels, mais aussi les conséquences socio-économiques pour les patients atteints de cette pathologie professionnelle. Et on est vraiment en vous tend la main. Je sais que pneumologue, médecin de travail, il n'y a pas de barrière. On est toujours dans un effort collaboratif pour améliorer tout ce qui est prise en charge des maladies respiratoires professionnelles et limiter l'évolution vers l'installation de stades d'insuffisance respiratoire invalidante handicapante. Donc, c'était une occasion pour demander plus de collaboration et vraiment de célébrer cette collaboration. À la fin,
Je vous assure que nous avons utilisé pour cette présentation des outils d'intelligence artificielle avec un usage éthique, responsable, d'une IA digne de confiance et une intelligence émotionnelle. Dr Bani Mejda a validé toutes les données et vous a présenté cette conférence et vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci pour votre question. Donc, il y a deux éléments dans cette question pertinente. Le premier élément, c'est la présomption légale d'origine. C'est un terme légal. C'est un cadeau pour le salarié tunisien qui est dans une relation vulnérable assez fragile entre l'employeur et l'employé. Donc, cet employeur peut cacher le process, la matière, le produit, les vapeurs auxquelles le patient il est exposé. Donc, ce patient se présente avec le certificat médical initial rédigé par son médecin traitant et n'a pas à faire la preuve qu'il est exposé à cette vapeur, à ces poussières ou ces gaz. Ça, c'est très important pour le salarié tunisien pour qu'il bénéficie de la réparation des préjudices liés à sa maladie professionnelle. La deuxième, c'est sanctionner ce salarié pour ses habitudes. Et là, le système d'assurance tunisien, assurance maladie, je parle, et même assurance AT-MP, ne sanctionne pas le salarié et même le Tunisien pour ses habitudes de nourriture, de consommation de tabac, d'alcool, au contraire d'autres systèmes d'assurance internationaux qui visent une politique de prévention. Ils sont en train de plus en plus d'encourager leurs citoyens d'avoir des habitudes de vie saines afin de prévenir l'apparition de maladies cancéreuses ou d'autres maladies chroniques handicapantes. Merci pour votre question. Donc, je profite pour vous poser une question et une remarque. Avec plaisir. Donc, le vrai problème des pathologies professionnelles respiratoires au Maroc, c'est surtout le problème de reconnaissance. Je vais vous parler des problèmes du nord du Maroc. On a déménagé des usines de décortiquage des crevettes, du traitement de conchasse et du traitement d'automne. On a des épidémies de pneumopathie, d'hypersensibilité, des bronchopneumopathies chroniques obstructives et de l'asthme sévère. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup du mal à faire reconnaître ces maladies en tant que maladies professionnelles. Et on est obligé de tricher et de déclarer ces malades comme des invalidités parce que le parcours est très long. Et ma question, est-ce qu'il ne faut pas partager les expériences du Maghreb? Parce qu'on a les mêmes problèmes. Parce que ces usines n'existent plus en Europe parce qu'ils ont posé beaucoup de problèmes. Et nous, chacun dans son petit coin, travaille et c'est le malade qui paye malheureusement. Exactement. Merci pour cette invitation maghrébine. Donc, la question reconnaissance, c'est une question médico-légale, c'est des comités et des commissions. Les pays maghrébins ont choisi d'avoir le système de liste et c'est un système très rigide. Si la maladie n'existe pas, le patient ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle, mais de plus en plus, on voit de systèmes ouverts dans les pays européens, l'Italie, France, Danemark, l'Espagne. Donc, ils ont d'autres commissions qui peuvent traiter les dossiers des patients où leur maladie n'apparaissent pas sur le tableau. Donc, on parle d'un système ouvert ou semi-ouvert qui permet, même pas pour les pathologies respiratoires, on parle aussi de pathologies psychiatriques. Donc il y a actuellement des comités et même des commissions nationales en France qui étudient les dossiers des salariés qui présentent des certificats médicaux initiaux pour dépression liée à l'activité professionnelle. Donc c'est un travail de politique d'État. Il faut changer. Tant que le monde du travail a changé, tant que les relations salariés, employeurs-employés, ils ont changé, donc il faut vraiment changer ce système de reconnaissance qui est de plus en plus rigide et qui fait une discrimination. Il est dans le racisme contre certains patients qui ont des pathologies réellement sur le plan evidence-based medicine, sur le plan recherche bibliographique et tout ce qui est données et data. Ils ont le droit d'avoir cette pathologie professionnelle et d'avoir la reconnaissance de cette pathologie professionnelle parce que le milieu de travail les a exposés à un risque qui peut induire cette pathologie professionnelle. Pour votre invitation à collaborer, je peux profiter après la permission du comité d'organisation. La Société tunisienne de médecine de travail, dont je suis le secrétaire général adjoint, organise son congrès, son 11e congrès, le 13-14 décembre 2024 et vous êtes cordialement invités si vous voulez participer.